3. Jungle péruvienne 1997. Le caporal-chef Jonathan Weigand n'était stationné dans la jungle péruvienne que depuis quelques semaines lorsque l'accident s'est produit. Weigand avait été affecté à la surveillance radar pour les États-Unis. Militaire quand, tard dans la nuit, 2 sergents sont venus à son peloton et les ont ordonnés de sortir dans la jungle. Il y avait eu un crash, avait-il dit, un avion, probablement un avion ami, et possiblement abattu accidentellement par les États-Unis. Weigand et son équipe devaient dû partir et sécuriser le site du crash. Quelques heures plus tard, Weigand était dans un Humvee et emmené à la lisière de la jungle dense. De là, lui et ses hommes se sont rendus à pied à l'endroit qui leur avait été indiqué. Mais ils n'ont eu aucun mal à trouver le site du crash. Il y avait une énorme entaille dans le sol, a raconté Weigand à l'auteur Steve Greer dans le livre Divulgation. Il a ajouté « Il n'y avait pas d'arbres coupés comme sur un site de crash d'avion. Au lieu de cela, tout sur le chemin du véhicule écrasé était brûlé, comme si, dit-il, comme un couteau chaud à travers du beurre. » Weigand et ses camarades GI sont descendus dans le cratère fondu et ont été stupéfaits de voir des débris d'un type d'engin qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. C'était métallique, 20 mètres de long, et brillait d'une couleur vert-violet. Il a aussi mentionné qu'il émettait un bourdonnement comme celui qu'on entend en débranchant un ampli de guitare. Soudain, a-t-il dit, ces sergents qui l'ont envoyé en mission lui demandèrent d'interrompre. Alors que Weigand sortait du cratère, il a été accueilli par un groupe d'hommes en noir. Le terme « homme en noir » a été inventé par l'écrivain Gray Barker dans son livre de 1956. Ils en savaient assez trop sur les soucoupes d'ossiques volantes. Il est généralement utilisé pour décrire des figures ombrageuses qui apparaissent aux témoins après qu'ils aient vécu un phénomène inexpliqué, principalement des observations d'objets volants non identifiés. Leur objectif est de dissuader les témoins de ce qu'ils ont vu et d'être le plus discret possible. Dans l'histoire des apparitions d'hommes en noir, ils sont généralement rappelés comme portant des costumes noirs élégants avec des chemises blanches et des cravates noires fines. Parfois avec des vestes à boutons pression et des fedoras et des lunettes de soleil foncé. Presque comme le stéréotype des agents du gouvernement américain ou des agents du Federal Bureau of Investigation qui était populaire lorsque le terme a été inventé pour la première fois dans les années 50. Mais les hommes en noir que Weigand a vus ce matin de mars étaient très différents des hommes en noir d'autrefois. Les hommes étaient vêtus de tenues de combat noires et lourdement armés. Sans un mot de plus, ces soldats désarmèrent de Weigand et l'attachèrent avec des serre-câbles. Puis, ils l'attachèrent à une civière et le placèrent dans un hélicoptère noir. Weigand perdit alors la trace de ses camarades de peloton, car il se retrouva bientôt dans une pièce sombre, éclairée seulement par une seule lumière. C'est alors, dit Weigand, qu'on lui a menacé de mort s'il ne consentait pas à oublier tout ce qu'il avait vu dans la jungle. Un homme est entré dans la pièce, a dit Weigand à Greer. Il ne s'est pas identifié et il m'a dit « Si on t'emmenait dans la jungle, il ne te retrouverait jamais là-bas. » Plus tard, Weigand a été confronté à l'un des hommes en noir qu'il a vu sur le lieu de l'accident, qui a remis en question son patriotisme et l'a également menacé de mort. « Tu n'as rien vu ?» a dit l'homme. « Nous te tuerons toi et toute ta famille. » Environ un an plus tard, après que Weigand ait été renvoyé aux États-Unis, il a approché l'un des chirurgiens qu'il avait envoyé en mission en premier lieu. Mais l'homme était terrifié pour la sécurité de sa femme et de son enfant. Il a refusé de parler à Weigand de ce qu'ils ont tous deux vu ce jour-là. Weigand pense que ce qu'il a vu ce jour-là était une dissimulation militaire. Il croit que les États-Unis ont accidentellement abattu un avion avec un missile Hawk égaré. Mais, il a souligné, l'avion qu'ils ont abattu n'était pas, je cite, un des nôtres. Fin de citation. Il a précisé qu'il ne venait pas de la Terre. Je le savais en le regardant. Malgré ces menaces de mort répétées de la part des hommes en noir, Weigand a finalement décidé de parler de ce qu'il a vu cette nuit-là dans la jungle.
Selon lui, les gens doivent l'entendre. Leur accord avec moi n'a aucune importance. Mais les hommes en noir ne se sont pas seulement montrés après des rencontres rapprochées avec des objets volants non identifiés, enemies. Cas en point. Numéro 2, Écosse, 1968. À l'été de 68, Alistair Baxter a installé sa caméra sur un trépied sur la belle rive du Loch Ness. À ce stade, la procédure était routinière. Baxter visitait le lac depuis des semaines et avait essayé plusieurs endroits et configurations différents. Il a même essayé de choisir différents moments de la journée, parfois au milieu de la nuit. Comme beaucoup, Baxter était fasciné par l'idée qu'une sorte de créature surnaturelle, ou peut-être préhistorique, vivait dans le lac, et il était déterminé à obtenir une photo de Nessie comme preuve concrète de son existence. Pourtant, après son dernier jour, et malgré son espoir contre toute attente, la créature n'est jamais apparue. Et Baxter n'a pas pris une seule photo. Si épuisé et vaincu, il est retourné à la tente qu'il avait installée pendant son séjour à l'écluse. Cette nuit-là, Baxter fut réveillé par un bourdonnement dans l'air. Le genre de bourdonnement qui provient d'un courant électrique élevé. En regardant par la fenêtre de sa tente le Loch Ness en contrebas, il a été choqué de voir une boule d'énergie flotter au-dessus de l'eau. Après s'être frotté les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, Baxter s'est précipité pour photographier le phénomène avec son appareil. Mais au moment où il est sorti, la boule de lumière s'élevait et s'éloignait dans le ciel. Et le hub s'est dissipé en même temps qu'une étrange énergie crépitante. Baxter a attribué cette vision à un manque de sommeil ou peut-être à une fatigue oculaire due à des heures passées à regarder dans un viseur d'appareil photo au cours des dernières semaines. Il s'est rendormi en pensant que cela avait été une sorte de rêve. Mais le lendemain matin a prouvé le contraire. C'est alors que Baxter a été accueilli par 3 hommes vêtus de costumes sombres. Alors qu'ils approchèrent de son campement, Baxter se souvient qu'il semblait très sérieux, bien qu'au moins l'un d'entre eux ait tenté ce qui passait pour un sourire, un acte qui ressemblait à une grimace douloureuse, a dit Baxter, le conduisant à croire que ces hommes n'étaient pas familiers avec le fonctionnement des humains. Seul l'un des 3 hommes a parlé, et il s'est demandé si Baxter avait vu ou vécu quelque chose d'inhabituel la nuit précédente. Soupçonneux de leurs intentions, Baxter a menti, disant qu'il ne lui était rien arrivé d'étrange. Puis, a-t-il dit, les hommes se sont regardés avant que l'homme de tête en noir dise à Baxter, je cite, « Nous pourrions revenir », fin de citation, mais ils ne l'ont jamais fait. Lorsqu'Alistair Baxter a raconté son étrange rencontre avec les hommes en noir, il a été choqué d'apprendre que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient aperçus autour du lac. Cependant, il n'y avait personne d'autre pour raconter cette histoire car elle s'était produite 100 ans auparavant. Selon le chercheur en paranormal et écrivain Nick Redfern sur mysteriousuniverse.org, la légende locale raconte qu'il y avait un homme habillé tout en noir qui patrouillait dans toute la région autour du loch. Il était bien connu des agriculteurs locaux. 4 ans après les événements entourant Alistair Baxter, il semble que les hommes en noir n'en avaient pas encore fini. Selon Redfern, le légendaire chercheur sur Nessie, Ted Holliday, a également eu une rencontre avec un homme en noir au lac en 1973. Alors, la question devient, que cherchent à protéger ces hommes mystérieux ? Un monstre d'en bas ou des extraterrestres d'en haut ? Le 22 août 1981, à Smoky Lake, Alberta, Canada, Patricia Wilson et son mari, Jim, ont remarqué de la fumée s'élevant d'un champ au-delà de leur propriété. Vêtus de leurs habits de travail, le couple a traversé le terrain pour enquêter. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués et déconcertés. Le feu n'était pas normal, a dit Madame Wilson à la presse canadienne.
C'était d'une couleur orange vif, et il n'y avait que des tas de cendres froides et une étrange odeur de soufre. Les Wilson ont appelé la Gendarmerie royale du Canada pour venir et rédiger un rapport sur le soi-disant feu. Un officier de la Gendarmerie royale du Canada a plus tard dit à la CP, je cite, « Le sol était brûlé à une profondeur de 6 ou 7 pouces, fin de citation, et que les cendres dans le champ étaient grises-noires avec une surface semblable à un cratère. » L'officier a dit que si vous marchiez dans les cendres, vous enfonceriez jusqu'aux chevilles. Les Wilson étaient de plus en plus convaincus que l'incendie et le cratère étaient le résultat d'un objet volant non identifié. Il y a eu quelques observations d'objets volants non identifiés dans la région récemment, et cela, pensait-il, en était la preuve. Patricia Wilson croyait que l'objet volant non identifié avait atterri dans son champ arrière, puis avait décollé, laissant derrière lui les preuves brûlées. Bien sûr, la plupart des gens étaient sceptiques quant à son histoire, aux grandes dames de Pat Wilson. « Je suis lasse qu'on nous dise que nous n'avons pas vu ce que nous savons avoir vu », a-t-elle affirmé. Un mois plus tard, à 1500 km de là, un homme s'est installé dans le coin de Wilson. Le 2 octobre 1981, à Victoria, en Colombie-Britannique, Grant Breland et sa famille se détendaient dans son jardin lorsqu'ils ont été aveuglés par un éclat de lumière blanche brillante dans le ciel. Breland a immédiatement réglé sa radio CB pour voir si quelqu'un dans la région l'avait également vu. C'est alors qu'un autre homme à la radio, identifié uniquement par ses initiales NB, a déclaré qu'il vivait à 3 miles des Brelands et qu'il avait également vu l'éclair. Grant Breland a réfléchi à l'observation au cours des jours suivants. Était-ce une météorite, un genre d'éclair étrange, un objet volant non identifié ? 3 jours plus tard, le 5 octobre, Breland faisait ses courses dans un grand magasin local quand il est sorti pour utiliser une cabine téléphonique. Alors qu'il était dans la cabine téléphonique, Breland a déclaré que 2 hommes, vêtus de costumes noirs, se sont approchés de lui et lui ont demandé de sortir de la cabine. Les hommes, a-t-il dit, semblaient étranges et étaient dépourvus de cheveux ou d'ongles. Les hommes ont demandé à Grant son adresse et son numéro de téléphone, ce à quoi il a répondu sèchement de dégager. Surpris, les hommes se sont éloignés, traversant le parking avec une démarche maladroite qui donnait l'impression qu'ils étaient attachés à la hanche, comme s'ils n'étaient pas familiers avec la façon dont fonctionne la marche humaine. Grant est retourné dans le magasin mais a jeté un autre regard vers les hommes pour ne trouver qu'ils avaient disparu. Confus, Grant a de nouveau quitté le magasin et s'est dirigé dans la direction où les hommes allaient. Mais il n'a trouvé aucune trace d'eux. En soi, la rencontre ne paraît pas exceptionnelle. Cependant, lorsqu'il est rentré chez lui, il a dit qu'il avait appelé l'homme, NB, sur la CB pour lui dire ce qui s'était passé. Grant est resté figé à la radio quand Nota Ben a déclaré qu'une expérience similaire lui était arrivée seulement quelques heures plus tôt. Alors qu'il travaillait à sa station-service, Nota Bene a dit qu'il avait été approché par 2 hommes portant un bidon d'essence. Les hommes Nota Bene a dit qu'ils portaient des costumes sombres et étaient très pâles. Ils semblaient en déplacer, commandant ce qu'ils appelaient de l'essence au lieu du gaz et remettant un énorme tas de billets pour le surpayer. Ils voulaient aussi des informations que NB a refusé de fournir. Les hommes sont partis chercher un bidon d'essence et sont revenus peu après. Ils ont redemandé des informations, mais ne les ayant pas obtenues, ils ont rendu le bidon d'essence à NB et sont partis. NB a dit qu'il était confus de constater que le bidon d'essence était toujours plein. Amby et Grant ont tous 2 signalé avoir souffert de maux de tête après leur rencontre de l'aérodacégateur d'Arrozero-Diando-Sicaro. La présence de ces hommes étranges ne prouve pas nécessairement que ce qu'ils ont vu était un objet volant non identifié, bien sûr. Cependant, seulement 6 jours après leur observation nocturne, une femme nommée Hannah McRoberts semblait donner du crédit à leurs 2 histoires, ainsi qu'à celle des Wilson en Alberta.
C'était le 8 octobre 1981 que Madame McRoberts et sa famille étaient en vacances sur l'île de Vancouver quand elle a sorti son appareil photo pour prendre quelques clichés des magnifiques montagnes de la région. Après avoir terminé la pellicule, elle n'y a plus pensé. Puis elle a fait développer les photos et a été choquée de voir sur l'une d'elles un objet non identifié qui semblait jouer comme le jour. La famille McRoberts n'a pas été visitée par les hommes en noir après leur rencontre. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont pensé que tout type de confinement avait été trop tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez notre autre, Criminellement répertorié. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Retrouvez-la sur youtube.com paranormalement répertorié. Nous avons également un podcast sur les affaires néo-joseph non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Paranormalement répertorié. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes les plateformes top de podcast. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé.